On a retrouvé des installations de halage comme celle-ci. C'est-à-dire, il y a une voie avec des blocs qui vont glisser dessus, des escaliers de chaque côté, des installations avec des poteaux qui permettent d'avoir des renvois. Et donc, au lieu d'avoir une ou deux équipes qui montent des blocs, eh ben, on peut en avoir 4, 6, 8. On peut en avoir tout le long. On sait que sur cette rampe, il y a un bloc de 58 tonnes qui est passé dessus. Les mystères du cachot, on se retrouve pour une nouvelle émission. On va partir forcément aux sources de nos civilisations. À côté de moi, un homme que je chéris, monsieur Olivier Lavigne. Salut Olivier. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Dis donc, nous sommes installés ici sous des patrons que tu connais bien. Oui, oui, il y a le roi Salomon, le père Soubise et Maître Jacques. Et Maître Jacques. On est ici au château de la Hautière, manoir 14e, 15e siècle, hein, c'est ça. Musée compagnonique. C'est ça. Ici, on est chez les compagnons du Tour de France des Devoirs Unis. Exactement. Tu en as eu la présidence il y a peu de temps, Oui. Elle a été renouvelée, ça tourne, Normal, c'est c'est ce qui est normal. Et forcément, vous travaillez la matière, vous la transformez, et toi, ta matière, c'est la pierre. Voilà, c'est ça. Je suis tailleur de pierre, compagnon tailleur de pierre des Devoirs Unis. Ouais. Ça fait longtemps que tu es rentré dans le compagnonnage, Olivier? Ça doit faire à peu près 25 25 ans, 28 ans. Ouais. Tour de France? Oui, bien sûr, pendant 7 ans. Pendant 7 ans. À la vraie, quoi. Ah oui, 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 j'ai commencé à pied. Ouais. Je me suis baladé, j'ai fait la Bourgogne et la vallée du Rhône un peu à pied. Bon, après, je me suis vite rendu compte, surtout que j'étais tout seul, donc bon, à pied, c'est moyen, quoi. Oui. Ça va la belle saison, mais après, bon, voilà, quoi. Donc, j'ai arrêté, et puis, j'ai fait la vallée du Rhône, la Provence, le Poitou, la région parisienne, la vallée de la Loire, l'Alsace, la Suisse, l'Allemagne, le Canada et l'Égypte. Ouais. On dit que les visages de la France sont liés à ces paysages, tu vois, c'est des mots qui marchent bien ensemble, avec cette notion d'âge, de chronologie. C'est vrai que le sous-sol a été le visage de notre France, hein. La pierre, maintenant moins, puisque le béton est venu forcément uniformiser, mais il y a de cela encore quelques demi-siècles, on avait ce langage qui était très criant de la pierre. C'est ce qu'on est en train de redécouvrir maintenant, ce qu'on appelle l'éco-construction. On est Ouais. en train de reprendre les vieilles méthodes ancestrales, les réseaux courts, puisque les anciens, ils vont pas trimballer des cailloux sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ouais, Une on journée de utilisait cheval de Charrois, c'est 15 kilomètres à peu près. Donc 2 jours de Charrois, c'est très compliqué. Le coût du transport est plus élevé que celui de La Roche. Donc on va prendre tout sur place. Donc c'est vrai qu'il suffit de regarder les vieilles maisons pour savoir ce qu'il y a dans le sous-sol. Alors justement, on va faire un beau voyage ensemble aujourd'hui. Ici, on est à la butte Sainte-Anne, la carrière Misery, pas très loin. Finalement, ce qu'il y a autour de nous, là, ça a été extrait à côté. Bah oui, Ouais. ça vient de la carrière de Misery. Alors la carrière de Misery, elle était surtout utilisée pour l'exportation. D'accord, ouais. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a l'extraction d'un côté, dans le dos on a la Loire, donc on prend la caillou d'un côté, on fait demi-tour, et hop, c'est sur un bateau, c'est parti. Savoir que Nantes était quand même la capitale des granitiers en Bretagne. Oui. C'était vraiment la ville des granitiers, avec toute une histoire compagnonique aussi d'ailleurs. Dans cette partie de granitiers, etc., il y a toute une partie du compagnonnage qui était très très actif. Et ce qui faisait que les granitiers nantais avaient une très très bonne réputation. Et pour en revenir, évidemment, ici, le granit, il est local. Quand il y a encore des travaux sur la butte Sainte-Anne, on voit bien, pour creuser les fondations, c'est des blocs de granit qui ressortent. Quoi. Ce manoir, tu l'évoquais, 14e, 15e siècle. On a entrepris d'ailleurs avec un petit soutien, un petit clin d'œil, parce qu'on avait sollicité des restaurateurs. Vous êtes parti sur un nouveau chantier de restauration. Tu m'avais évoqué, fut un moment, ils avaient rénové avec du béton, mais le béton n'est pas forcément l'ami de la pierre. C'est ça. Et faut tout rejointoyer à l'ancienne, c'est ça le C'est travail ça, mais en fait, le manoir a été remis en état dans les années 70, Ouais. donc il y a une petite cinquantaine d'années. Bon, évidemment, il faut rafraîchir à nouveau, il faut remettre en état. Il y a les toitures qui commencent un peu à se dégrader, c'est normal, c'est l'entretien du bâtiment. Bien sûr, ouais. Donc on avait aussi les entourages de portes, de fenêtres à reprendre, les rejointoiements, etc., etc. Histoire d'avoir une belle façade. Puis on aimerait bien aussi travailler un petit peu sur la cour pour la mettre un peu plus en valeur. La pierre, dis-moi Olivier, c'est un beau langage, on va l'exploiter avec toi, un langage du travail bien évidemment, un langage de la connaissance et aussi de la transmission, parce que elle dure dans le temps cette pierre, elle vit, elle n'est pas sans esprit cette pierre. Ah oui.
hein, Ouais. toi qui la taille, qui la travaille. Il y a toujours cet adage que j'aime reprendre, c'est trois tailleurs de pierre qui sont au bord. Elle va te faire sourire, mais on le dit pour ceux qui connaissent point. Ouais. Il y en a un qui taille, qu'est-ce que tu fais? Je taille une pierre, je vais la faire courte. Le second, qu'est-ce que tu fais? Bah, il fait un mur et le troisième fait une cathédrale. On porte en soi ce langage et la vision de la construction hein, quand on est un tailleur de pierre. Bah oui, parce qu'en fait, on va rencontrer des tas de pierres différentes. Ouais. Hein, des granites comme celui d'ici qui va être alors, qui a une couleur différente suivant la profondeur d'exploitation. Mhm. Hein, dans le haut des bancs, on va avoir un granit plutôt jaune. Et plus on va descendre, plus le granit va devenir blanc, bleu, etc. Et plus il va devenir dur et résistant. Ouais. Hein, bah après, c'est ce qu'on a aussi sur le manoir, ici aussi. Hein, évidemment, on a le tuffeau de la vallée de la Loire. Hein, les premiers tuffeaux qui viennent de la région de Couture, là, à mi-chemin entre Saumur et Angers. Hein, puis après, qui se rapprochent du côté de Saumur, quand les bancs seront terminés au niveau de l'exploitation, qu'il n'y aura plus de bancs vraiment exploitables. Et c'est vrai que, rien que l'exemple entre le tuffeau et le granit, c'est le jour et la nuit, quoi. Il y en a un qui a un grain fin, qui a un grès avec un liant calcaire, etc. L'autre qui est une roche magmatique, qui est l'une des premières roches apparues sur Terre, etc. Avec des gros grains. Enfin, voilà, on a vraiment... ce langage va être différent. Alors, la matière première, elle est fondamentale, de surcroît lorsqu'on est compagnon du Tour de France des Devoirs Unis. L'outil, forcément, accompagne le langage de l'homme dans sa technicité. Ici, pour ceux qui le souhaitent, c'est forcément le musée compagnonique, ouvert tous les samedis. C'est intéressant parce qu'on voit cette diversité, là aussi, d'outillage, quelles que soient les professions. Et c'est fondamental parce que lorsqu'on parle de traces, d'histoires à raconter, bah, nos pierres, et c'est pour ça que nous sommes ensemble ce matin, on va pouvoir en extraire finalement une compréhension, une idée. Et finalement, on va partir dans un autre territoire plus lointain, puisqu'on va aller auprès des pyramides. Là, on se pose aussi plein d'autres questions sur leur construction, sur leur histoire. Mais le langage des pierres, celui-ci, on ne peut pas trop le trahir. Hein. Il est clair que si on donne aujourd'hui un coup de frappe, entre guillemets, il y a une intelligence, il y a une méthodologie. Il y a 1000 ans, il y a 4000 ans, il y avait à peu près la même définition. Oui, ça va être les mêmes, mais l'outillage va changer, va évoluer hein, avec le temps, avec des découvertes, avec tout un tas de choses, autant en Égypte qu'en France. En Hein. France, ouais. On a la même. Hein. Moi, je connais très bien donc, la pierre de Nozay, parce que je la travaille et j'ai appris, j'ai traîné beaucoup avec les anciens carriers sur place, qui vont bien expliquer un petit peu comment ça se travaillait. Et quand on regarde, on analyse les traces d'outils, on voit bien qu'il y a deux méthodes différentes. Il y a une méthode au Moyen-Âge, où on travaille la pierre bleue d'une certaine manière, et au 19e, à partir du 19e et au 20e, d'une autre manière, avec d'autres outils, etc., qui sont plus spécifiques et tout ça. Quoi. On a aussi des outils qui vont apparaître, par exemple la gradine, qui est un outil, une espèce de ciseau avec des dents plats carrés, quoi. Et cet outil, on le voit apparaître sur les travaux du château de la Motte-Glin. Très beau château. C'est ça, fin 15e. On le retrouve dans certaines parties du château de Châteaubriand, de ce qui reste du château du Gave, de ce qui reste du château de Blain, etc. Donc en fait, on voit cet outil qui va apparaître et qui est vraiment une mode à la fin du 15e siècle. Bon, on va prendre nos passeports, on va s'envoler. Juste quand même, je voulais dire que le musée compagnonique, il faut venir le visiter, parce que c'est vrai qu'on prend, je dirais, pour sa connaissance, un très beau voyage hein, sur l'ensemble des salles, qu'elle soit celle du bois, en bas, celle de la pierre. D'ailleurs, c'est une de tes œuvres qui officie là au musée. Oui, Ouais. c'est ma pièce de réception, parce qu'en Ouais. fait, j'ai commencé à Lyon. Et j'ai ma première pièce, d'aspirant, qui est une copie du cloître de l'abbaye du Tournai, Ouais. l'arcade du cloître, qui est à Lyon donc. Et ma pièce de réception de compagnon qui est ici Qui à est Nantes, ici, qu'on peut contempler. Ça fait ça. Ouais. Ce qui est intéressant sur le musée ici, hein, c'est que c'est l'un des principaux musées au niveau national sur le compagnonnage. Ouais. Donc il y a des pièces ici que vous ne verrez nulle part ailleurs, quasiment. Hein. Sinon, il y a le Grand Musée National qui est à Tours. Et aussi, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le samedi après-midi, lors des ouvertures au public, c'est des compagnons qui font la visite. Ah, ça, c'est fondamental. Ça, hein. et Voilà. ça, c'est génial parce que voilà, ça vient de l'intérieur. Ah, c'est ceux qui font qui disent. Hein. C'est ça, Voilà. exactement. Alors, on va prendre ce vol. On va rendre hommage à quelqu'un que tu as connu bien plus longtemps que moi que j'ai eu la chance de fréquenter. C'est notre ami Jean-Louis qui nous a quittés malheureusement il y a de cela quelques mois maintenant. Hein. Oui, Le en temps début d'année, passe très très vite. Un grand tailleur de pierre aussi. Ah bah oui, Ouais. un monument. Un monument. Un Hein. monument. Moi, de ce niveau-là, j'en ai connu que deux.
qui sont partis d'ailleurs à un an de décalage les uns derrière les autres, là, les deux. C'est vraiment des maîtres, quoi. Il y en a un qui m'a appris la maçonnerie, l'autre qui m'a appris la taille de pierre, un dans la vallée du Rhône, l'autre ici. Ah non, c'est vraiment des pointures. C'est des gens, ça vous change la vie quand vous croisez des gens comme ça. Alors Jean-Louis Boitel, on va le nommer, il avait officié aussi à la cathédrale pendant de longues années, plus d'une décennie. Il a fait tout son apprentissage sur la cathédrale. Sur la cathédrale. Il a commencé à 14 ans. Et pour ceux qui veulent le découvrir dans des aventures plus égyptiennes, il avait été chroniqueur dans le film BAM, les bâtisseurs des anciens mondes, avec un très beau succès, je dirais, d'édition. Oui, en même temps, c'est vrai que vu les compétences, son niveau, etc., voilà, il était devenu une référence surtout pour les périodes médiévales. Oui, c'est vrai. C'était vraiment sa grande spécialité. Avec des maquettes extraordinaires. Extraordinaire. À plus d'un titre. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un ensemble complètement cohérent, là. Un personnage riche et haut en couleurs. Eh ben, on lui rend hommage ensemble et je pense que beaucoup de gens doivent s'associer à nous. Olivier, toi, l'Égypte, plus qu'un langage d'amour. On va pas rentrer dans la vie personnelle, mais... pas loin. Mais pas loin quand même. Justement, cette rencontre avec l'Égypte. Déjà, un coup de bol. Coup de bol. Ah oui, parce qu'en fait, moi j'étais sur un chantier en Alsace, j'étais itinérant à cette époque-là. J'ai vu une petite annonce dans une revue d'archéologie, une mission archéologique qui cherchait des collaborateurs. Avant d'être tailleur de pierre, j'étais dessinateur, et ils cherchaient justement des dessinateurs. Donc j'ai postulé comme dessinateur. Puis j'ai reçu un courrier m'expliquant que l'équipe n'était pas renouvelée pour l'instant et qu'elle était renouvelée un an plus tard. Bon, je me suis dit c'est sympa pour me dire non, donc j'ai renvoyé un petit mot, et puis un an plus tard j'ai reçu un message, un courrier comme quoi si je passais sur Paris, que... C'était bon. C'était bon, alors là, premier choc thermique, parce que j'avais complètement oublié en fait. Et puis le lendemain j'ai pris un billet de train pour aller sur Paris, j'ai foncé sur Paris. Et puis, le responsable, le directeur des fouilles en question m'a demandé... si ça m'intéresserait d'étudier les techniques de construction en Égypte antique. Alors là, c'est le deuxième choc thermique. Oui. Oui, là, parce que T'étais où? C'était quel site? Alors au début, c'était sur Tanis, à Saint-Nélagar. Tanis, d'accord, donc, la partie orientale du delta du Nil. Et puis le troisième choc thermique, c'est quand je suis allé pour la première fois en Égypte, parce que je me suis retrouvé en pleine campagne égyptienne. C'est la première fois que je vais aller dans un pays du tiers-monde, etc. Alors, là, tout a changé, quoi. J'ai mis un peu de temps avant de m'adapter. Bon, c'était il y a bientôt 30 ans, tout ça maintenant. Alors, les pyramides, forcément, ont excité notre imaginaire. Ça ne fait que durer. Finalement, ça fait que 2 siècles qu'on y a remis le goût, parce qu'il a fallu réinventer la muséologie, les campagnes napoléoniennes, Champollion, parce que finalement, ces hiéroglyphes, là aussi, un petit côté cocorico. Bien sûr. Il y a eu de grandes guerres en Égypte sur l'archéologie entre les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Français. C'est vrai que ce patrimoine, il a été un peu démembré. Beaucoup de musées aujourd'hui possèdent une trace de cette histoire égyptienne. On ne va pas refaire une politique de la muséologie, mais c'est vrai qu'on a comme plus vieux bâtiment parisien quand même un obélisque. C'est ça. Après, ça correspond aussi à une période, parce que l'obélisque qui est à Paris, elle a été donnée par l'État égyptien. C'est vrai. En même temps, c'est vrai que quand on regarde les richesses du patrimoine, les richesses archéologiques d'un pays comme l'Égypte, c'est monstrueux. C'est colossal. C'est colossal. Moi, j'avais fait des fouilles déjà en France avant. Le moindre petit tesson gaulois, il est ramassé, il est numéroté. C'est impossible de faire ça en Égypte. Oui, donc, tellement. les tessons, on les laisse, on marche dessus, ça fait grâce sur les sites archéologiques, on entend les tessons craquer sous les pieds, quoi. Voilà, ça regorge. Donc c'est une profusion, une richesse qui est quand même colossale. Alors justement, entre toi, ta profession, on voit bien aussi tout l'amour que l'on a pour les bâtisseurs français. Est-ce que lorsque tu as eu tes premiers échanges, tu as eu un schéma de reconnaissance, c'est-à-dire oui, de bâtisseur à bâtisseur, ce que j'ai sous la main, là, il y a un langage qui te parle, il y avait une cohérence tout de suite au premier contact? Non, il n'y avait pas de cohérence tout de suite au premier contact, et puis le directeur des fouilles m'a laissé en roue libre, naviguer à vue, en roue libre, etc. Ouais. Donc en fait, j'ai commencé en arrivant, puisque je devais étudier les techniques de construction dans un paysage complètement ruiné, j'ai commencé par mettre en place des méthodes d'analyse des blocs, puis après, d'analyse des traces, des encoches, etc., etc. Puis après, d'analyse des outils. J'ai fait valider tout ça par un diplôme de l'EHESS. Et en fait, je me suis attardé aux traces d'outils et donc l'évolution de l'outillage à travers les différentes époques
Et aussi, avec l'outil, on a la position de travail, parce que comme tu expliquais tout à l'heure, l'outil, il est manipulé. Bien sûr. Donc forcément, en regardant les traces d'outils, on voit la manipulation de ces outils, on va voir le geste. Et en comprenant le geste, ben, ça va nous permettre de comprendre aussi des tas d'autres choses, notamment toutes les installations provisoires qui s'appellent des échafaudages. Ben voilà, on va visiter cela avec toi parce que c'est vrai que il y a eu foultitude d'émissions, d'avis, de contre-avis, d'experts, de moins experts. Enfin, il est vrai que là, mais ça fait partie de la légende, vais-je dire, des pyramides. Heureusement qu'elles sont là. On va s'affairer sur plusieurs pyramides, mais surtout sur le plateau de... Toi, tu dis Giza, nous on dit Gizeh. C'est vrai qu'il y a toujours une prononciation locale ou après européanisée, vais-je dire. L'histoire nous menait quand même à un architecte, Imhotep, puisque la toute première, finalement, était la rhombotoïde. Oh, j'arrive. Non, la pyramide à degrés. Ah, pyramide à degrés. C'est la deuxième, la rhomboïde. On coupera là, Gabriel? Gabriel, il m'entend plus? On coupe? Là, il fera 16 minutes. Ah, ok, d'accord. Première pyramide d'Imhotep, pyramide à degrés, c'est ça? C'est ça, c'est Djoser. Djoser ou Djoser. Ouais, premier roi de la 3e dynastie. Et il a un vizir qui est extraordinaire, qui est architecte, médecin, astrologue, Imhotep. Et ce Imhotep va inventer l'architecture en pierre en prenant des modules. En fait, c'est une fossilisation de l'architecture en terre qui est très très pratiquée, qui était l'architecture la plus courante en Égypte. Parce que Djoser, il a peut-être une pyramide en pierre, mais il avait son palais en terre, comme tous les pharaons. Bien sûr. Et en fait, il va inventer la taille de pierre. L'architecture, c'est le premier ensemble monumental en pierre de taille, etc., qui a été mis en place, donc assez vite, vers moins 2400, si je me rappelle bien, de tête. Et là, c'est vraiment le premier choc. D'ailleurs, j'aimerais aussi rendre hommage à un architecte égyptologue que j'ai bien connu, Jean-Philippe Lauer, que j'ai connu, il avait 98 ans. Il a réussi à travailler jusqu'à 101 ans, il me semble, au moment où il est décédé d'ailleurs. C'est lui qui a restauré, remis en état tout ce complexe funéraire de Djoser. Alors justement, il lui aura fallu, sous la direction d'Imhotep, 3 pyramides, puisque si j'ai cru bien lire en tout cas, parce que je ne les ai pas visitées, c'est sa 3e, la pyramide rouge, qui a donné vraiment le côté lisse, le côté abouti de la pyramide qui finalement est mythique, qui est la pyramide de Khéops, quoi. Alors là, avec Djoser, on était sur la 3e dynastie, là on passe sur la 4e. C'est Snefru. Qui fait 3 pyramides. Voilà. Et la dernière qui va commencer à se rapprocher à la perfection. Et c'est son fils, Khéops, qui va faire vraiment la grande pyramide, qui va aboutir le projet, etc. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'un pharaon comme Snefru, il est capable, pendant son règne, de faire 3 pyramides. Quand même. Ce qui est quand même assez énorme, quoi. Ce qui est quand même... Parce que c'est des masses considérables. Bon, après, attention, il faut se méfier sur les calculs qui sont donnés actuellement parce qu'on sait parfaitement qu'en fait, une pyramide, c'est jamais construit sur un terrain plat. Une pyramide, c'est toujours non seulement un terrain rocheux, mais c'est une colline qui est aménagée. Moi, j'ai travaillé sur les pyramides d'Abu Rawash. Abu Rawash, on voyait nettement le substrat rocheux qui avait été mis en place. Et donc, en fait, il y a une grande quantité de la masse de la pyramide qui est le substrat naturel. D'accord, tu veux dire qu'ils habillent par intelligence Oui. Quand la dernière Mykérinos qui va être installée sur le plateau de Giza, il n'y a plus de colline qui puisse aménager parce que les 2 autres ont déjà été faites. Et si vous allez sur le plateau de Giza, vous allez voir que Mykérinos, il y a 3 côtés qui sont taillés dans la falaise. C'est-à-dire qu'on a juste derrière la pyramide des frontailles et c'est les mêmes blocs qui sont basculés, qui servent pour la mise en place. Donc, on a un réseau court, là encore. Un réseau court. Une économie d'échelle. Ah bah oui. Alors justement, c'est cette économie d'échelle qui va nous intéresser parce que les vagues, finalement, d'archéologie se sont succédées. Et puis, on l'évoquait, finalement, entre les types de blocs, parce que là, on est vraiment sur des types de blocs, leur extraction dans les carrières, plus ou moins éloignées, circuit court, mais il n'y a pas eu du circuit court, parce que Assouan, pour ce qui était d'un... Non, ça, c'est pas du circuit court. C'est du circuit plus long, quand même. Oui, quand même. Avec du poids. Alors justement, toi, Olivier, qui est sur tes actions de terrain, justement, si on prend la taille du bloc, l'extraction des blocs de pierre, il y a une cohérence finalement entre le travail fini, c'est-à-dire la restitution de la pyramide, et puis finalement son champ d'extraction, c'est-à-dire avec les matériaux qu'ils exploitaient, les outils qu'ils avaient à disposition. On a entendu dire que c'était le cuivre d'une manière majoritaire qui servait finalement à tailler, avec finalement un métal quand même moins solide que nos métaux actuels. Donc il y a une logique finalement de travail.
Il y a, Oui, une logique de travail. il y a une En logique fait, de travail. On peut faire ça avec les ce outils que en privé. Marie-Claire Moretti appelait la logique technologique. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il faut retrouver le mode de pensée. Parce que nous, on a un mode de pensée qui n'est pas forcément le leur. Hein, par exemple, pour tailler de la pierre, on va dire, ben voilà, il faut que l'outil soit plus dur que la pierre taillée. C'est ce pas qu'on dit forcément aujourd'hui. vrai. C'est pas forcément vrai. Parce que moi, j'ai vu justement sur le chantier de Saqqara, de la pyramide à degrés, de Jean-Philippe Lauer, c'est des calcaires marbriers. Ouais. Hein, voilà, il y avait un chantier de restauration, je commence à regarder le tailleur de pierre en souriant, il me tend évidemment ses outils. Hein, j'ai fait une ciselure comme j'ai l'habitude de faire avec la même technique en France. Et l'outil, au bout de 2 minutes, il était mort. Parce que c'était du fer doux, il n'était pas trempé. Donc ça veut dire que les Égyptiens, encore de nos jours, travaillent des pierres dures avec des outils mous. En fait, quand je l'ai regardé après faire, j'ai vu qu'il donnait que des petits coups, il retirait beaucoup moins de matière. C'est un travail beaucoup plus lent, mais c'est un travail qui est possible. Donc après, il faudrait vraiment se pencher, parce qu'il y en a pas mal aussi qui ont essayé les méthodes thermiques du travail du granit, par exemple, hein, qui fonctionnent, etc. Est-ce qu'on a vraiment des preuves de tout ça? Est-ce qu'on peut vraiment le faire fonctionner? Pour l'instant, le souci avec le granit, c'est qu'en fait, ça n'enregistre pas très bien les traces d'outils. Donc, c'est pas toujours facile à déterminer. Parce que quand tu évoques granit, je te coupe, Olivier, qu'on comprenne bien, pour la partie intérieure, en tout cas, on va parler de Khéops en l'occurrence, on est sur du granit. Hein. Le revêtement est calcaire, mais l'intérieur est granitique. Hein. Dans 3 variétés de roches sur le plateau de Giza, il y a la pierre locale qui fait la masse intérieure de la pyramide. Ouais, ça on l'a compris. Hein, les chambres qui sont faites avec avec du granit d'Assouan, pardon, parce que faut que ce soit une pierre qui résiste, parce qu'il va avoir un poids énorme dessus. Voilà, on y reviendra, mais. Hein, et puis après, le revêtement qui vient de Toura. Hein, du calcaire blanc fin de Toura, de l'autre côté de la vallée du Nil. Exactement, il y avait 2 grandes carrières d'extraction pour l'époque, c'est ça, non Toura Nord, Toura Sud, ouais, c'est ça. Okay. Hein, alors ça, on est particulièrement bien documenté là-dessus, parce qu'il y a une découverte extraordinaire qui a été faite il y a 4-5 ans maintenant, sur les bords de la mer Rouge, hein, un journal de bord d'un gars qui s'appelait Merer, et qui a participé à la construction de la pyramide. Ouais, on a retrouvé ces papyrus. C'est ça, hein, on a retrouvé les papyrus, là, son carnet de bord, où il explique qu'il va à Toura Nord, il charge des pierres de telle dimension, telle dimension, telle dimension, telle dimension. Ça lui prend tant de jours pour les mettre sur le bateau, et puis il va au pied du port dans la pyramide puisqu'il a participé donc à la construction de la pyramide de Khéops. Et il décharge ses pierres, puis il retourne, etc. On a le temps de trajet, on a les dimensions du bateau, on a le poids qu'il peut charger sur son bateau, etc. etc. C'est le plus vieux papyrus découvert en Égypte. Et c'est une information... C'est une mathématique cohérente. C'est-à-dire que là, quand on l'apprend, on se dit oui, entre le temps nécessaire finalement à la gestion du process, on dit 20 ans, c'est jouable. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que personne ne saurait faire ça en 20 ans. Alors là, ça c'était valable pour le transport fluvial. Donc voilà, on a les clés, on a le document, etc. Pour le transport terrestre, je suis assez bien placé pour le savoir parce que en fait, je vais régulièrement travailler dans une carrière d'albâtre à Tnoub, en Moyenne-Égypte. Et on a retrouvé des installations de halage comme celle-ci. Hein, c'est-à-dire, il y a une voie avec des blocs qui vont glisser dessus, des escaliers de chaque côté, des installations avec des poteaux qui permettent d'avoir des renvois. Et donc, au lieu d'avoir 1 ou 2 équipes qui montent des blocs, on peut en avoir 4, 6, 8. On peut en avoir tout le long. On sait que sur cette rampe, il y a un bloc de 58 tonnes qui est passé dessus. Alors, on prend l'exemple parce que on a extrait le... Ah oui, j'ai oublié un petit détail. C'est que la rampe, elle ne fait pas 10% comme les calculs imaginés jusqu'alors, etc. Elle fait 30%. D'accord. Ce qui est déjà une... ça veut dire que la rampe, elle est 4 fois plus courte que celle qui était imaginée jusqu'alors. Si on extrapole, on sait que c'est de l'époque de Khéops, cette rampe-là. Oui. Au plus tard, c'est l'époque de Khéops. Donc, ça nous donne des indications avec ces systèmes de poteaux, etc. etc. Alors, si on peut extrapoler avec une rampe en briques. Alors, justement, les rampes, elles étaient constituées parce qu'il faut bien des matériaux pour faire les rampes. Parce que certains évoquaient que finalement, la construction des rampes aurait englouti peut-être encore plus de pierres que les pyramides. C'est ce qui s'entend ici et là, quoi. Mais c'était du détritus, c'était de la... Oui, c'était du... C'est de la brique crue. Oui, d'accord. Toutes les rampes qui ont été retrouvées, c'est des rampes en adobe. Donc c'est de la brique crue que les Égyptiens, ils construisent tout avec ça. Les fortifications égyptiennes sont construites avec des briques crues. Les habitations, les barrages, etc. C'est le matériau de construction par excellence en Égypte, c'est pas la pierre. Alors, à la pierre, faut-il y ajouter le bois?
Oui. Alors on l'a vu aussi, le delta du Nil n'était pas forcément connu pour être une grande forêt, donc il fallait qu'il retrouve, on l'évoquait, le Liban qui fournissait du cèdre. Alors le cèdre du Liban, c'est un bois de prestige. Ouais, Donc on va s'en servir pour les barques funéraires éventuellement, ou pour le mobilier de pharaon, ou le mobilier funéraire. Par contre, pour des bois plus courants, pour construire des échafaudages ou les poteaux comme ouais. le système de halage et les patins, etc., ben on sait, avec la description de l'Égypte qu'ont fait les scientifiques qui accompagnaient l'armée d'occupation de Bonaparte, hein, on sait que il y avait beaucoup plus de bois que ça avant en Égypte. Dans le delta du Nil, il y avait des résineux qui poussaient. De chaque côté du Nil, il y avait des paysages semi-arides avec des zones humides, donc des arbres aussi qui poussaient, des sycomores, des machins, des trucs. Donc en fait, on avait beaucoup plus de diversité de bois. Et c'est vrai que pour construire, de toute façon, on voit bien, il faut du bois, etc., quoi. Le système de poteaux avec la rampe, je suis en train de l'extrapoler pour la mettre en application sur les pyramides, notamment celle du plateau de Giza, parce que là, il y a une exposition qui va avoir lieu au musée archéologique de Saint-Romain-en-Galles dans le Rhône, hein, où justement ce sera expliqué et démontré, etc. Il y a une petite publication là qui va suivre et qui va permettre d'accompagner tout ça. Alors je reviens juste parce qu'on comprend à t'écouter, mais on est là aussi pour boire tes propos. L'extraction de la pierre, elle est intéressante. On peut comprendre sur trois faces. Il y a toujours une phase et une face qui nous semble toujours difficile. C'est celle qui touche le sol, parce qu'il faut bien tailler, vais-je dire, à défaut de couper, du granit qui est retenu quand même par sa base, quoi. Oui. Et on se dit comment faut-il faire? Comment faut-il faire? Il faut procéder par les saignées. Donc ouais, que des saignées petit à petit. Hein, ce qui est visible dans les carrières de granit, en fait, on sent bien qu'ils sortent Tu l'as la vu masse. ça, hein, Oui. ouais, ouais. Après, ils attaquent de chaque côté jusqu'à laisser une berne au milieu. Et la berne, après, on va plutôt faire des trous et essayer d'y mettre des systèmes de coins pour décoller tout ça. Hein, et l'avoir en gras, l'avoir surtout pas en maigre, sinon ça veut dire que là, il faut tout recommencer. Alors justement, il y a deux choses aussi qui sont importantes. C'est la précision, on va y revenir après, parce qu'il y a une précision après au travail de la pierre, bien évidemment. Mais il y a aussi un poids, parce qu'ils n'ont pas joué les petits cailloux, nos anciens. Hein. Ah non. Ils jouaient le bloc quand même, hein, Oui. en tonnage. Oui. Ce qui fait que finalement, et toi tu le sais, la pierre a une densité, hein, le granit pèse lourd, ce qui fait que lorsqu'ils ont quand même travaillé des blocs de pierre, fallait-il aussi être nombreux et avoir une gesticulation qui permette aux tailleurs de pierre aussi d'œuvrer. Est-ce que ça aussi, tu as une lecture, il y a une compréhension du geste, de la quantité et de la mobilité? Oui, alors le premier truc, déjà, c'est le travail en carrière. Ouais. Pour les Égyptiens, c'est le travail le plus important. Et ça se comprend bien parce que plus l'extraction va être juste, moins il y aura de travail derrière. Derrière, ça me Donc semble... c'est vrai que l'artisan qui est le mieux payé, qui est le mieux reconnu, le mieux réputé, etc., en Égypte antique, c'est le carrier, dont le nom est lié à l'obstétrique, ça veut dire l'accoucheur de montagne. D'accord. Parce qu'en fait, le carrier, c'est lui qui connaît les bonnes prières pour que la montagne ne se fâche pas, hein, parce qu'en fait, on ne fait en pierre que des monuments sacrés. On ne fait pas Tu l'évoquais, ouais, bien sûr. de tous les jours, etc. Donc en fait, ça c'est très intéressant parce que à chaque fois qu'un carrier part en expédition avec 2000, 4000 personnes, hein, puisque c'est de ce niveau-là, hein, il va laisser une inscription dans la carrière en disant « Moi, Zébi », il va expliquer tout ce qu'il a fait dans la carrière. Ça c'est très intéressant parce que ça nous donne des informations très complémentaires. Après, on sent bien que voilà, le carrier, il a un rôle vraiment important. Et puis après, chez les tailleurs de pierre, il y aura deux classes de tailleurs de pierre. Celui qui travaille la matière brute et celui qui va faire des choses beaucoup plus finies, beaucoup plus avec des formes beaucoup plus élaborées. Celui qui travaille la matière brute, c'est par exemple celui qui va tailler dans une falaise à Abou Simbel la façade du temple. C'est celui qui va tailler le sphinx, puisque le sphinx n'est pas construit, il est entièrement dans du substrat rocheux, hein, avec des couches géologiques différentes. C'est pour ça qu'il y a certaines phases qui sont érodées plus que d'autres. Hein, voilà, ce côté-là qu'on va retrouver partout, puisque c'est comme ça que les Égyptiens construisent. L'autre, il est très lié au travail du granit d'ailleurs, et il fait des colonnes, il fait des statues, etc. Ouais.
c'est ce que certains appellent sculpteur, sauf que ça n'est pas de la sculpture. C'est les Grecs qui ont inventé la sculpture. Alors justement, je pense qu'il y a une concordance là aussi avec une forme de saisonnalité de l'époque. Il faut se reprojeter dans cette chronologie, cette géographie. Le Nil, il y a crue et décrue. Oui. Là, il est clair qu'ils devaient optimiser le transport quand il y avait crue. Bien sûr, Ouais. surtout que quand il y a la crue, les paysans n'ont pas de travail. Ben voilà, exactement. Parce que leurs terres sont sous l'eau. Donc, en fait, il y avait une rotation aussi du temps de travail. Il va y avoir une rotation du temps de travail, mais les Égyptiens sont des gens qui sont très, très, très pragmatiques. Par exemple, la carrière de Calcite, la Hatnoub, où je travaille, etc., où on a vu la rampe, Ouais. j'ai étudié un peu les outils, etc., comment ça se passait. Et en fait, les Égyptiens arrivent quasiment les mains dans les poches. Ils vont récupérer en surface des pierres. Comme elles seront en surface, elles seront cuites par le soleil, donc elles seront plus dures que celles qui seront dans le fond du trou pour aller les extraire, et ils vont façonner avec ces pierres de surface, sur place, leurs outils. Donc, qui vont leur permettre de faire une extraction. Alors, ils obtiennent une forme grossière, mais en fait, avec ces outils, petit à petit, puisque j'en ai refait une nouvelle typologie, on va pouvoir aller jusqu'à certains façonnages, jusqu'au moment où vont apparaître non plus de la taille, mais de la coupe ou de la friction. C'est-à-dire qu'on ne tape plus sur la pierre pour la façonner, mais on va l'user. parce que les Égyptiens utilisaient beaucoup de scie. Il y a beaucoup de blocs sciés, comme par exemple le dallage de basalte qui est au pied de la pyramide de Khéops. C'est intégralement scié, c'est scié de partout, on voit des entames de scie dans tous les coins. Et pour finir, la carrière de calcite, donc, qui sert pour faire évidemment, il faut que ce soit poli, parce que c'est une pierre translucide qui est magnifique. En fait, en fouillant des ateliers de taille de pierre, on a retrouvé des tessons usés. Et j'ai fait de l'archéologie expérimentale. Le tesson usé, c'est redoutable. Ça marche, mais c'est super, quoi. C'est vraiment, donc ça veut dire que pour travailler, dans les premières étapes, je vais prendre des outils sur place qui vont me prendre 10 minutes à faire. Et puis après, avec la vaisselle cassée, je vais aller jusqu'à polir mes objets. À ce point. C'est vraiment à ce point. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est vraiment hyper pragmatique, hyper pensé. Alors maintenant, évidemment, on se pose la question comment on fait le trou justement dans le vase, etc. Là, j'y retourne bientôt et ça va être le sujet de mes nouvelles expérimentations parce que j'aime bien expérimenter. Il y en a encore à découvrir. Il y en a encore à découvrir. Je vais me gratter la tête, je vais certainement louper des trucs, mais au bout d'un moment, on va voir quand même. Alors justement, dans cette quête de compréhension-là, tu as pu toucher finalement ces outils, j'allais dire protocolaires, au sens où ils n'existaient pas et tu as façonné toi aussi. Il y avait ce langage, quand tu as pris ces pierres plus dures, qu'on subit le soleil, tu t'es mis en intelligence. Tu dis oui, c'est vrai que 4000 ans avant, j'aurais pu le faire. Oui, parce qu'en fait, ça a commencé par une collecte des outils. Ouais. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a autant d'outils, etc. On va les collecter. Puis j'ai commencé à les classer, puis j'ai commencé à les manipuler. Bon, évidemment, c'est des objets archéologiques. Donc, et je me suis rendu compte qu'ils allaient très très bien à la main. Voilà, et, la paume. Ah oui, là, je me suis dit, ça marche du tonnerre. Ça se match, quoi. Okay. Vraiment. Donc du coup, après, j'ai repéré des endroits où ils avaient commencé à faire de l'extraction pour faire leurs outils. Donc là, j'ai pris du matériau brut sur place pour faire des vrais faux outils, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Mais qui m'ont permis, après, de récupérer des morceaux de calcite et de les essayer. Et là, par exemple, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, l'expérimentation, ça permet d'aller jusqu'au bout bien sûr, mais de la construction des hypothèses. Exactement. Et en fait, par exemple, en essayant avec les outils à main, comme ça, en tapant dessus, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que ça abîmait quand même pas mal la peau. Oui. Et là, il y a un tilt qui s'est fait, parce qu'une semaine auparavant, on avait trouvé des tissus dans la fouille de notre atelier de taille de pierre. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font, ces tissus-là? Bon, ils sont là, c'est peut-être des objets quotidiens, etc. quoi. Et là, je me suis dit, des tissus. Et donc, du coup, j'ai pris un morceau de tissu et j'ai essayé. Alors, j'ai essayé le tissu autour de l'outil ou le tissu autour de la main, parce que c'est deux solutions, quoi. Ouais. Les deux solutions donnent des résultats différents qui m'ont permis de comprendre certains outils. D'accord. Et en fait, ça m'a permis, en essayant à chaque fois, d'aller de plus en plus loin dans la compréhension du geste, de l'organisation, etc., etc., etc. Bon, on le comprend avec toi en t'écoutant. Il y a bien une organisation temporelle. On utilise, on optimise la géographie, les saisons. On sait qu'on peut transporter. Alors, les embarcations permettaient. Il y avait un certain tonnage, mais bon, il y avait la quantité de bateaux, la quantité de main-d'œuvre. De toute façon, ça c'est important. Il faut imaginer Gizeh quand même, ou Giza baigné par les eaux du Nil, pas si éloigné que ça, parce qu'aujourd'hui le Nil est quand même assez loin, bien évidemment. Donc là, il y avait forcément soit les canaux ou le Nil qui jouxtaient.
Alors évidemment, faut imaginer que si vous allez en Égypte maintenant, que vous allez au plateau de Giza, vous allez voir que la ville est plus proche Ah oui, des pyramides que le Nil, ça que c'est le sûr. Nil, ouais. Hein, parce que la ville arrive au pied des pyramides quasiment Ouais. maintenant, au pied du plateau. Alors que la description qu'en donne Merer, hein, qui avec ses transports en bateau, en effet, il y avait un port au pied de au Qui pied de la jouxtait, pyramide. Et bien donc, sûr. Ouais. creuser des canaux, les Égyptiens, ils sont rodés, ils ont l'habitude. Ils savent savaient faire. faire. Ah oui, 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 Ouais. ça, il n'y a aucun problème. Alors, on l'a vu sur l'extraction, il y a deux autres éléments qui sont intéressants. Ça va être le travail de précision sur l'assemblage, puisque on l'a vu, hein, ils optimisent finalement une géographie. Bon, ça, c'est du bon sens. Faut-il encore qu'il la travaille, parce qu'en son cœur, la pyramide possède quand même des éléments façonnés et quand même très importants. Je vais revenir sur justement la jonction et l'ajustement des blocs. Fallait-il aussi les lever? Alors, plusieurs hypothèses ont permis finalement de comprendre qu'il pouvait y avoir un système de levage qui permettait de monter puis de finir en descendant. Je ne sais pas si celui-ci est le plus cohérent. Non, du tout. Non, en fait, le problème, c'est qu'en Égypte, bon, c'est le côté fascination de la construction des Ouais. pyramides. Hein, il y en a pas mal qui ont émis des hypothèses tout aussi fumeuses les unes que les autres et qui ont toujours été reprises sans être vérifiées. Comme par exemple Auguste Choisy qui explique qu'en Égypte, on enterre les bâtiments dans des masses de terre et on met les cailloux. Au-dessus, mais enfin. Et c'est ce qui est surréaliste. Oui. On n'a jamais construit comme ça, c'est pas possible. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de dire Ouais. ça. Mais le problème, c'est que c'est toujours répété en fait. Hein. Normalement, moi, on m'avait dit que pour le travail d'un historien, c'était quand même de vérifier, de contrôler les hypothèses précédentes, Oui. de façon Ce à n'est pas le pouvoir cas avancer. toujours. C'est pas toujours le cas. Donc, il faut quand même bien Alors, dire que c'est face un peu quand même compliqué. je veux dire, une forme de gigantisme d'un côté, en poids, en taille finalement des blocs qui sont assemblés, de la précision de l'assemblage, en tout cas pour la partie quasiment visible. Qu'en est-il? Parce que il faut quand même les lever, ces blocs, il faut Il les élève, retailler. il élève pas. Hein. Il n'y a pas de système de levage des blocs. En fait, la Il les logique, glisse. elle est de glisser les blocs. Et pourtant, c'est haut. On est quoi? On culmine Oui, à 100. mais justement, on arrive à les faire 30 mètres. glisser. C'est un peu la même logique qu'on devait avoir pour la construction de nos tumulus ici, qui sont Oui, plus anciens. Hein. parce que plus de 50% de pente, 130 mètres, c'est ça? Là, nous, si on a une pente de 30% pour la construction des Ouais, mais- pyramides, bon, sur la pyramide, hein, toutes les pyramides, plus on monte et plus les blocs sont petits. Hein, C'est donc, un- il y a déjà ça. Ouais. Donc, il faut aussi penser là-dessus. Et puis, pour eux, justement, c'est une prouesse. C'est-à-dire que c'est d'arriver sans lever les blocs. Quand comment dire, les Grecs vont inventer les poulies, etc., qui permettent de lever les Oui. blocs vont devenir beaucoup plus petits. Mhm. Parce qu'en fait, la logique des civilisations un peu, quand elles commencent à travailler la pierre, sur toute la planète, c'est d'avoir des gros blocs, parce qu'en fait, c'est le façonnage qui prend du temps. Or, si vous avez des petits blocs, vous multipliez les surfaces à façonner. Donc, eux, ils préfèrent avoir des gros blocs, comme les Incas, C'est cohérent. comme les Turcs, Ouais, bien comme sûr. toutes, toutes les grandes civilisations, les Indiens, etc., parce que c'est cohérent, parce qu'on ne lève pas les blocs, on va les faire glisser. Alors justement, on les fait glisser. Alors toi, en tant qu'observateur et tailleur de pierre, il y a cette cohérence de dire l'assemblage quand même au millimètre, hein, tu vois, parce que comment justement avec ces outils, on va dire rudimentaires, Ah oui, encore que ils puissent être bien pratiques, Ouais. mais qu'on arrive à cette justesse et à cette justesse de précision répétée, parce que on pourrait dire ok, si c'est un cas sur X, bon allez, un coup de bonne chance, mais là c'est pas un cas sur X, c'est X, donc Oui. c'est tous les cas. Parce que ça veut dire que ça implique qu'il y a forcément un niveau de formation. Il y a une transmission du savoir. Il y avait une école. Il y a forcément une école quelque part. C'est-à-dire qu'il y a où on apprend sur le tas, où on a, etc. C'est ce que j'ai vu déjà dans certaines lectures de certaines traces d'outils, où on voit un gars expérimenté qui travaille à côté d'autres aspects de taille qui sont plus hésitants, etc. etc. On parlait des maîtres. Moi, le maître Claude Chevènement, pour ne pas le nommer, qui m'a formé en taille de pierre, il était capable de savoir si vous aviez mal aux dents en regardant les coups d'outils que vous aviez donnés sur les blocs, quoi. D'accord. Donc, c'est très parlant. Et c'est vrai qu'il y a un niveau de perfectionnement dans le travail du granit qui est colossal dans l'Égypte antique. Là, je viens de finir une étude là, sur la production de colonnes palmiformes sous l'Ancien Empire, les petits modèles là, qui font que 6,32 m de haut. Il y a des variations dans les mesures qui n'excèdent pas 5 mm. C'est colossal, c'est incroyable. Surtout que ce sont des colonnes qui ont 9 côtés, parce qu'il y a 9 palmes, donc on n'est pas sur une base carrée, voire octogonale, pour après devenir circulaire. Non, non, on est sur des épanelages, c'est-à-dire des formes géométriques beaucoup plus complexes,
mais en même temps qui sont, on n'arriverait pas à faire aussi juste, sauf à la machine maintenant, mais à la main, on n'arriverait pas à faire mieux. Alors, justement, il y a eu une théorie, c'était Joseph Davidovits qui évoquait les pierres moulées, parce que ça, on les a entendues. On a vu également des regards scientifiques avec des analyses de pierres où on y retrouvait des traces fossiles. Toi qui connais la pierre, un granit est un granit. Il n'y a pas de fossile dans un granit. Ah non. Alors comment se fait-il que finalement nous puissions avoir, si tant est que ces expérimentations soient vraies, des traces fossiles dans des pierres qui constituent finalement les blocs de la pyramide? Oui, parce qu'en fait, comme on a dit tout de suite, il y a 3 variétés de roches. Donc dans le granit, Ça, il n'y aura pas de fossiles, mais dans les 2 autres, oui. Dans Parce les que 2 ce autres, sont oui. des calcaires. D'accord. Hein, les roches calcaires, si on regarde bien l'histoire de la planète, les premières roches qui apparaissent, c'est le granit, l'argile et le schiste. Donc il n'y a pas de fossiles, parce qu'il n'y a pas la vie Ouais. sur Terre. Et puis après, la vie se propage, et tout ce qui est calcaire, tout ce qui est marbre, ce n'est que de la production d'animaux. D'accord. Des dents, des os, des arêtes qui sont empilés, qui sont empilés, qui sont empilés. Donc évidemment, là-dedans, on a plein de fossiles. Mais à l'origine, le calcaire et le marbre n'existent pas sur Terre. Non, mais totalement. Ouais. Mais oui, oui. Alors, on a compris bon, le levage. C'est vrai que ces pyramides, alors tu as pu y rentrer. Toi, Khéops, tu as été voir de l'intérieur. Premier choc, j'imagine, quand on fait son premier pas, qu'on rentre dans la pyramide quand même. Ouais, on se dit que c'est pas fait pour être visité. Voilà, faut se baisser. Il Ah paraît. ouais, faut se baisser. Faut être humble. C'est chaud, humide. Ouais. En fait, c'est pas très agréable, quoi. Ouais. Alors, plusieurs chambres. Si on prend la chambre du roi, parce qu'on n'est pas là pour tout décrypter aujourd'hui ensemble, mais pour se donner des chemins de lecture, tu évoquais, elle est quand même centrale, la chambre du roi. Elle a été conçue en utilisant et optimisant la géographie, de ton avis, ou elle est vraiment conceptualisée autour de ces blocs? Parce que tu évoquais qu'ils avaient utilisé pour leur partie centrale, finalement, une géographie. La chambre du roi, elle est, je ne sais plus à combien de mètres, 80 mètres, 50 mètres, j'ai perdu en mémoire. Elle est constituée après de 2 chambres de décompression en haut, avec des poutres de granit colossales, qui paraît auraient même fendu lors de leur construction. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, Snefru, avec la construction de ces 3 pyramides, a eu des déboires. La rhomboïdale, il y a une hypothèse assez étayée quand même qui dit que en fait, c'est le rhomboïdale, c'est parce que ça commençait à s'écrouler, quoi. D'accord. Hein, d'autres aussi ont commencé un peu à s'écrouler. Parce que la logique des Égyptiens, c'est plus je vais empiler, plus je crée en fait une montagne artificielle, plus ça va être solide comme une vraie montagne. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche du tout. Et plus on travaille dans la masse, et plus c'est fragile. Faut voir par exemple dans le métier, on voit la différence entre un linteau qui est une pierre qui couvre une porte ou une fenêtre d'une seule pièce, c'est beaucoup plus fragile que si c'est ce qu'on appelle une plate-bande, c'est-à-dire que des claveaux qui sont posés, qui vont être beaucoup plus résistants. Alors fallait-il être visionnaire quand même pour le ou les architectes qui composent finalement l'organisation finalement des travaux, parce que au-delà de l'extraction, faut-il passer les ordres finalement de la logique du chantier à l'extraction de la carrière, parce que il nous faut des blocs de taille, on l'a vu ensemble, différentes, gigantesques dans certains cas, puisque la chambre du roi quand même est coiffée avec un ensemble de, je vais les appeler poutres, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais poutres de pierre, bien évidemment, ça, qui sont importantes. Au-dessus des chambres de décompression, il y a cette logique, pour que tu l'évoquais, que la masse constituée ne s'effondre pas sur elle-même. C'est ça. Ça, c'est un sens de tailleur de pierre, de constructeur, de se dire, l'organisation est pensée. Il y a 4000 ans, ils savaient monter à 130 mètres. Quoi. Oui, et en fait, avec le début aussi, les chambres de compression sont recouvertes avec des dalles qui forment chevrons. Oui, des chevrons. Et qui sont le début de la compréhension du fonctionnement des arcs qui vont nous permettre de construire nos cathédrales gothiques. Parce qu'en fait, les poussées vont pas être verticales, mais vont être renvoyées biaises sur les côtés. Et alors, c'est des poussées qui vont épouser la forme de la pyramide. Donc, qui vont permettre de dégager des volumes, de dégager de la masse et de renvoyer les poussées de manière latérale. Donc, en fait, il y a une logique derrière tout ça. Alors, attention, les Égyptiens, il y a des choses qu'ils maîtrisent parfaitement et d'autres qu'ils maîtrisent moins. Parce que, par exemple, quand on construit une pyramide sur un plateau rocheux et qu'on aménage une colline, ça va bien le faire. Par contre, dès qu'on va construire un temple dans la vallée, là, ça va être une autre paire de manches parce que là, avant que les Égyptiens arrivent à faire des fondations qui tiennent, il va se passer pas mal de siècles.
Exactement, mais ça sera une autre histoire, les temples, parce qu'elle nous emmènera d'abord dans la vallée des rois et l'idée de leur représentation sur Terre. Si on veut terminer ces premières unités de langage avec les pyramides, je reviens sur ta propre expérience, Olivier. Donc, tu t'es courbé, tu es rentré. Tu as fait la chambre du roi, la chambre de la reine, bien évidemment. Une vraie impression, mais d'homme, ce coup-ci. Ça t'a semblé, comment dire, hors du temps, invraisemblable, possible. Quelle a été finalement cette lecture entre la possession de ton métier et puis cette rencontre avec l'histoire et une histoire mondiale, parce que c'est l'histoire de nos civilisations, là. Bah là, pour être franc, hein, j'avais qu'une seule envie, c'était de sortir. Ah oui, à ce Ah point. ouais, parce que il y a plein de gens, c'est chaud, humide, c'est irrespirable, Ah voilà, oui, c'est pas agréable du tout, quoi. Et là, c'est pas un truc où... voilà, Ouais. c'est là où on se dit, quelque part, bah oui, c'est peut-être vraiment quand même un tombeau, parce que là, on n'a pas envie, quoi, Ouais, de ça peut rester, pas quoi. être autre chose, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il n'y a aucune ouverture, il n'y a aucune aération, il n'y a rien, quoi. Rien Donc, du tout. Ouais. dès qu'il y a plus de 10, 15 personnes, bah, l'air est saturé. Alors, la chambre du roi, tu as posé tes mains quand même sur les parois. Hmm. Il paraît de la peau de bébé, c'est lisse. Oui, oui. Et ce C'est poli. travail, là aussi, ouais, poli, encore avec la même technique que tu évoquais Ah tout bah, à il y a de l'heure. fortes chances, oui, parce que Ouais. ça marche tellement bien que ça Certains voudrait. disent qu'on est au micron, hein, tu vois, Ouais, mais en fait, parce que les céramiques produites pour la vaisselle courante, ben, ça va aller de la casserole avec une céramique très grossière avec des gros grains, hein, et donc qui va très bien pour les premiers, pour polir, hein, les premières couches. Et puis après, si on veut vraiment une finition chiadée, on va prendre de la vaisselle fine, etc., qui est faite avec de l'argile qui a des grains très très fins, mais cuite, et qui va permettre vraiment d'avoir un lissage parfait. Pour toi, c'est possible, Ah oui. avec cette précision, Ah cette oui, unité ouais. quasi au millimètre, puisque Ouais. il est vrai que c'est quasi au cordeau. Hein, Ça te Ouais. choque pas? Bah non, parce que quand on est des professionnels et qu'on a appris à faire comme ça, on fait comme ça. Ouais. Deuxième question qui est plus liée forcément au temple qu'aux pyramides, mais c'est aussi le langage de la symétrie dans l'exécution finalement de la taille de la pierre, Hmm. pour des statues ou autres. Là aussi, c'est un langage qui est possible. On a Oui. des symétries quasi parfaites. Oui, Et oui. tu, C'est normal parce qu'en fait, ça va avec la conception et le mode de travail. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire une statue, un sphinx, etc., les Égyptiens, ils passent par la technique du carroyage. C'est-à-dire qu'ils vont faire des faces planes et dessus, ils vont dessiner des carreaux. Les carreaux, ils ont des exemples en papyrus, et ça leur donne le niveau d'échelle et ils peuvent comme ça redessiner à l'échelle sur les 4 faces. Hein, même les 6 faces, hein, tant qu'à faire. Et après, ils vont retirer les carreaux, etc. Ils vont se rapprocher de la forme. Donc, c'est ce qu'on appelle une technique d'épanelage. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que ça n'était pas de la sculpture, que ça, c'est une technique de taille de pierre. Et donc, évidemment, là, on est sur des choses qui vont être parfaitement symétriques. Alors que les Grecs, quand ils vont inventer la vraie sculpture, eux, ils vont passer sur un autre niveau et là, ils vont pouvoir se libérer de la forme géométrique. C'est pour ça que les formes des sculptures égyptiennes sont toujours figées et qu'elles sont, voilà, parce qu'elles sont épanelées. Alors que les statues grecques, eh ben, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Voilà, il y a du drapé, il y a du mouvement, il y a des trucs comme ça, parce que c'est une nouvelle technique du travail de la pierre. Alors, on a passé quasi un grand moment ensemble. Il y a toujours les questions, comment dire, pas douloureuses, mais qui vont nous amuser. Et là, on a rendu hommage tout à l'heure à Jean-Louis Boitel pour le film BAM. C'est vrai que dans cette pyramide a été dit, et on l'a entendu 1000 fois finalement, qu'un langage codé, mathématique était là, sur phi par exemple, ou sur pi. Toi qui as aussi cette lecture non seulement de la taille, mais là aussi de l'architecture, bien évidemment, du métré, la coudée à quelques millimètres près, 52 centimètres, on avait quasiment le mètre qui existait déjà chez les Égyptiens. Est-ce vrai finalement cette lecture mathématique, cette géométrie sacrée au sein de la pyramide? C'est obligé. C'est obligé. Ça va avec. Ouais. Parce qu'en fait, ce sont les mesures de l'homme. À chaque changement de pharaon, les mesures de l'Égypte changent. Oui. Parce qu'on prend les mesures du nouveau pharaon. Et donc, on va construire les temples et surtout sa pyramide aux mesures du pharaon pour construire sa tombe. Hein, et donc, en effet, c'est la coudée, c'est le pied, c'est l'empan. Les mesures entre elles ont le rapport de phi. Donc, si j'utilise ces mesures, je mets du nombre dans le bâtiment. Moi, ça m'arrive même encore maintenant, quand j'ai des chantiers, que je dessine, j'ai un petit truc à faire, une lucarne, une fontaine, etc. C'est vrai que si j'utilise le mètre, c'est pas très harmonieux.
Alors que dès que je vais utiliser le pied, la coudée, l'empan, la paume, etc., Ça marche. ça marche tout Ouais. de suite nettement mieux. Bon, c'est pas un piège, mais c'est vrai que Jean-Louis m'avait fait un jour cette démonstration. Je ne saurais plus la faire parce que je l'ai oublié, mais il était parti finalement montrer que notre maîtrise était Oui, là aussi en harmonie. Il y avait tout un rituel, en tout cas, de oui. mesure avec finalement la main qui permettait de. Et ces mesures, le coudé, le pied, la main, etc., Ouais. sont des mesures qui sont très importantes puisqu'en fait, c'est les mesures qu'on retrouve dans la nature. Oui. Donc, c'est les mesures qui rattachent l'homme à la nature. Mm. Parce qu'en fait, bah, le corps de l'homme est fait à l'image de la nature. Finalement, pour terminer cette première rencontre, et je t'en remercie une fois de plus, Olivier, de t'être prêté à ce jeu verbal, on va dire que finalement, il n'y a pas plus de mystère qu'en nous-mêmes, finalement. Ces anciens comme aujourd'hui, Mm. et toi en tant que compagnon, tailleur de pierre, tu as le langage d'hier et peut-être le langage de demain. Oui, parce qu'en fait, c'est eux qu'il faut écouter, c'est pas nous. Mm. Hein, quand on visite les pyramides, on peut s'imaginer des extraterrestres, des aliens, des machins, tout ce qu'on veut, parce qu'on s'écoute. Et qu'on Ouais. est baigné de culture télévisée, de Exactement, culture, du cinéma de qui films, de nous. Netflix, de Ouais. machins, de trucs, etc. quoi. Alors qu'eux, ils ont un langage qui est beaucoup plus simple et des messages qui sont aussi tout aussi simples. Et aujourd'hui, dans la communauté qui t'accompagne, de tailleurs de pierre et de tous ceux qui usent finalement de cette transformation de la matière, il y a une unité de compréhension. Vous êtes en phase finalement sur vos observations, sur finalement ce regard que on évoque ensemble là, sur ces archives de pierre qui nourrissent un peu notre imaginaire, mais aussi, je dirais, nos civilisations. Vous êtes en phase? Bah, faut communiquer, Faut communiquer. voilà, Ouais. pour pouvoir échanger après. Donc, Ouais. on s'y efforce quand même pas mal. Hein, ça marche assez bien. C'est vrai qu'il y a les nouveaux bâtisseurs du 21e siècle sont pas mal en phase avec leur époque. Ils ont aussi le recul et ils ont l'intelligence surtout. Donc, c'est prometteur. Bon, dans quelques jours, semaines, tu vas t'envoler de nouveau. Tu vas repartir sur un nouveau chantier. Je retourne dans ma carrière de calcite, Bon, là, ouais. voir ma rampe. Oui, Hein, ta rampe. parce que il va falloir que je la publie, donc il faut que je finisse de documenter. Faut que j'essaye de forer les vases, etc., etc. Donc j'ai beaucoup de boulot à faire là-bas. Bon, on va t'amener à se revoir alors. Bah ouais. Un grand merci à toi, Olivier. On est ravis d'avoir pu enregistrer cette émission. On le répète ici, Manoir de la Hautière, le musée compagnonique, parce que cette histoire, on vous l'a racontée qu'un petit bout, parce qu'on en aurait Ah oui. des heures et des heures forcément à vous délivrer. Venez visiter le musée compagnonique parce que c'est plus qu'un livre. Hein. C'est une histoire d'hommes, de femmes maintenant, Oui. parce qu'elles sont présentes Oui, aussi bien à sûr. la Cayenne. Mais venez, je dirais, faire vivre votre imaginaire. Venez regarder votre monde différemment parce que des hommes et des femmes l'ont construit, le construisent toujours et le construiront demain. Et on a passé un bon moment. On a mis en place en tout cas des repères. À t'écouter, on s'est dit que oui, au centre de tout, l'homme est là. Et Oui. ça nous fait du bien de finalement se figer sur cette idée. Oui. Et qu'on regardera peut-être demain nos pyramides et nos cathédrales d'un autre œil. Voilà, bah, c'est super. Il ne faudra pas oublier les tumulus aussi, c'est très important. Oh, alors ça, rendez-vous est pris. Vous voyez qu'avec cet homme-là, on n'a pas fini d'échanger. Merci à toi, Olivier, une fois de plus. Merci merci, à l'ensemble des compagnons, puis à bientôt. À bientôt.